Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel Info en live. Longtemps, la question des salaires est restée un sujet opaque dans l'entreprise, un sujet tabou, parfois sensible, comme si la rémunération relevait seulement de discussions individuelles entre l'employeur et le salarié. Mais on voit bien que derrière cette opacité, il y a des enjeux bien plus larges, l'égalité entre les hommes et les femmes, la reconnaissance au travail, la justice sociale et la capacité à rendre visibles des écarts qui, aujourd'hui encore, persistent. C'est ce qu'on va voir ensemble avec notre invitée Amélie Godard de Secafi. Bonjour Amélie. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Le gouvernement a déposé un projet de loi le 5 juin dernier. Euh, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler sa genèse? Ouais. Alors, ce projet de loi est issu de la directive européenne de mai 2023 sur la transparence salariale. Alors, pourquoi cette directive européenne? Tout simplement parce qu'en 2026, on constate encore, alors en moyenne, dans les pays européens, un écart de rémunération de plus de 12% entre les femmes et les hommes. En France, les derniers chiffres de l'INSEE précisent un écart de 3,8% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes à poste équivalent et à temps de travail équivalent, alors que, pour reprendre juste l'exemple de la France, la Constitution de 1946 prévoyait déjà que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à celui des hommes. Et dans la loi dans le Code du travail, depuis 1972, le principe de travail égal, salaire égal est déjà mentionné. Néanmoins, aujourd'hui, en 2026, et après plusieurs autres textes de loi qui sont venus appuyer et créer des obligations pour les entreprises, l'index égalité femmes-hommes, qui est le plus récent, malgré tout, ces évolutions législatives n'ont eu qu'un effet marginal sur la correction des écarts non justifiés de rémunération entre les hommes et les femmes. Ça n'a pas eu le levier espéré. Ça n'a pas eu le levier espéré. Et le postulat de ces écarts par la Commission européenne était un manque de transparence en matière de rémunération. D'où la naissance de cette directive en mai 2023. Et puis, cette directive, pour être appliquée dans les pays, c'est une directive, donc elle doit être transposée dans les pays membres, et les pays avaient jusqu'au 7 juin 2026 pour les transposer dans leurs droits nationaux. Et c'est pour ça que c'est un sujet pleinement d'actualité. La France était en retard, elle a fait le choix de discussions avec les partenaires sociaux. On a connu un certain marasme politique en fin d'année 2025, et donc on était très très en retard. Au mois de janvier, certains pays européens, parce que les autres pays européens ne sont pas forcément plus avancés, certains pays européens avaient demandé un report de l'application de la directive. Bruxelles a dit non, pas question. Et la France, en début d'année, s'est un peu réveillée et en mars a soumis un premier projet de loi aux partenaires sociaux uniquement. Et là, le 5 juin dernier, a proposé un texte de loi, un projet de loi qui devait être soumis au Conseil d'État, déposé au Conseil d'État avant le 7 juin, pour après passer la navette parlementaire. Et ce que dit le ministre du Travail, c'est que la loi devrait être adoptée d'ici la fin de l'année, sachant que l'agenda parlementaire est quand même plutôt bien chargé. Voilà. Donc on est en retard, mais on l'a été beaucoup plus pour certaines autres directives européennes qui ont été adoptées plus de 10 ans. Plus de 10 ans après. Ouais, c'est ça. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et ce qui est important de préciser, c'est que le texte n'impose pas d'égalité des rémunérations, mais si des inégalités entre deux personnes qui occupent un emploi de même valeur, on reviendra tout à l'heure sur cette notion parce que c'est une notion fondamentale, si des écarts persistent, ces écarts doivent être justifiés par des critères objectifs et non sexistes. Au-delà du genre. Alors là, on parle de l'égalité femmes-hommes, et c'est vrai que la loi porte sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et je vais juste reprendre le titre du projet de loi qui est assez long. Projet de loi de transposition de la directive visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit.
Voilà. Donc, c'est effectivement, dans le titre et l'objectif de ce texte, c'est effectivement lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, mais c'est l'occasion pour les entreprises de traiter le sujet de l'équité globale de rémunération, puisqu'on doit s'emparer de cette thématique. Autant revoir en profondeur toute la politique de rémunération, et on le verra tout à l'heure, cette loi va bien plus loin que la seule transparence des salaires. Ça fait écho, ça fait appel à différents champs, à différentes dimensions de politique sociale des entreprises, et ça doit être l'occasion de re-questionner toute la politique salariale dans un but d'équité entre les individus au travail. Mais du coup, en l'état, ce texte, qu'est-ce qu'il implique pour les entreprises et les salariés? Ouais. Alors concrètement, là, je vais vous parler de ce que prévoit le texte de la directive européenne, puisque en France, encore une fois, on a un projet de loi qui n'est qu'un projet, donc il est encore soumis à différentes évolutions. Donc j'en parlerai un petit peu, mais là, je vais me concentrer sur ce qui est aujourd'hui sûr, c'est le texte de la directive. 4 changements majeurs dans cette directive. Le premier concerne les candidats à l'embauche. 2 évolutions majeures. Le premier, c'est que lors de la publication des offres d'emploi, une fourchette de rémunération devra être absolument mentionnée dans les offres d'emploi. S'il y a un entretien d'embauche, mais qui n'est pas issu d'une publication d'une offre d'emploi, avant l'entretien ou lors de l'entretien, la fourchette de rémunération devrait être précisée au candidat. Aujourd'hui, beaucoup d'annonces d'offres d'emploi ne portent pas cette mention de fourchette de rémunération. Ce que souhaitaient les candidats pour éviter que les entreprises se disent « Ok, bon, je dois donner une fourchette, mais je pars du minima de la convention collective. Et puis, l'autre bord de la fourchette, je fais du x10 et on est tranquille. » Donc les syndicats voulaient encadrer les choses et c'est une fourchette de plus ou moins 10% qui avait été proposée. Le projet de loi pour la France, en l'état, ne prévoit pas d'encadrement de la fourchette, c'est juste une fourchette de rémunération. Bon, ça peut encore évoluer. Deuxième point pour les candidats à l'embauche, c'est qu'il sera interdit pour le recruteur de demander tous les historiques de rémunération du candidat. On voit bien pourquoi. Parce que si une femme, dès l'embauche, a moins réussi à se vendre et est moins payée dès son début de carrière, si à chaque fois les employeurs suivants s'alignent sur ses salaires précédents, ça n'aura qu'un effet de reproduction des inégalités. Voilà, donc interdit de demander des historiques de rémunération. Voilà. Donc vous voyez bien que ça implique aussi pour les entreprises de revoir leur politique de recrutement, de former les recruteurs à cette nouvelle pratique. Donc ça, c'était pour les candidats à l'embauche. Maintenant, pour les salariés en poste. Pour les salariés en poste, et ça renforce beaucoup le rôle des représentants du personnel. On va le voir, et le projet de loi s'inscrit aussi pour la France dans ce sens-là, avec de nouvelles informations, consultations et de nouvelles obligations de négocier sur différents champs. Alors, 3 évolutions majeures. La première, et ce sera celle qui impliquera le plus de travaux ensuite dans les entreprises avec la collaboration des partenaires sociaux, j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est la possibilité pour les salariés, et l'entreprise devra les informer tous les ans de cette possibilité-là, de demander la moyenne des rémunérations des salariés hommes et des salariés femmes qui occupent un emploi de même valeur que lui. On va me dire, mais un emploi de même valeur, qu'est-ce qu'on entend par emploi de même valeur? Alors, l'emploi de même valeur, dans le Code du travail en France, il est déjà défini. Simplement, il n'y a pas d'obligation de communiquer sur ces emplois de même valeur. Simplement, si une personne s'estime discriminée salarialement par rapport à une autre personne dans l'entreprise qui occupe un emploi de même valeur, elle peut toujours aller devant le juge pour faire valoir une discrimination. Un exemple très très connu de la jurisprudence, un peu ancien mais qui est toujours valable, par exemple une DRH qui s'estimait, qui était moins bien payée que son collègue directeur financier. Elle disait, mais techniquement, on n'intervient pas sur les mêmes
domaine, sur le même champ de compétences. En revanche, on encadre tous les deux une équipe de même niveau, on a un même niveau de responsabilité, un même niveau de connaissance. Donc, je ne vois pas pourquoi, on est tous les deux au comité de direction, je ne vois pas pourquoi je serais moins payée. Et elle a obtenu gain de cause. Voilà. Donc, la définition dans le Code du travail actuel de l'emploi de même valeur, c'est, alors, je vous le lis, sont considérés comme ayant une valeur égale des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de certaines capacités découlant de l'expérience acquise, des responsabilités et la charge physique et nerveuse. Voilà. Ce que prévoit la directive, c'est une définition élargie de l'emploi de même valeur en conservant la notion de compétence, donc on prend toujours en compte la compétence, les efforts au sens charge physique et nerveuse, les responsabilités également, mais introduit les conditions de travail et les compétences non techniques, les fameuses soft skills. Et tout l'enjeu, une fois que je vous ai dit ça maintenant pour les entreprises, sera de catégoriser tous ces emplois autour de cette définition d'emploi de même valeur. Donc, vous voyez le chantier que ça représente et ce que prévoit la France, et c'est là qu'on voit qu'il y a un rôle renforcé des partenaires sociaux, c'est que les branches, au niveau des branches professionnelles, les branches devront revoir cette catégorisation de leurs emplois par emploi de même valeur dans les 6 mois qui suivront la publication du texte de loi. Et au niveau des entreprises, le travail de négociation aussi, autour de cette définition d'emploi de même valeur et cette catégorisation, classification des emplois avec cette nouvelle définition d'emploi de même valeur, devra aussi être engagé au niveau des entreprises. Et s'il n'y a pas d'accord, l'employeur peut décider d'appliquer ce qui était décidé au niveau des branches ou de façon unilatérale, une autre catégorisation qui lui semble pertinente. Donc là, vous voyez que c'est un vrai sujet parce que ça renvoie à la revue des systèmes de classification, à la revue des emplois. Il faut que des fiches emplois soient à jour. Avant de classer des emplois, il faut connaître précisément le contenu des emplois. Donc ça renvoie à la bonne mise à jour des fiches emplois. Ça renvoie à la politique d'évaluation. Ça renvoie à la structure de rémunération et aux perspectives aussi d'évolution. Et ça ne se fait pas en 2 semaines, ça se fait quand on dit 6 mois pour les branches. Alors les négociations peuvent être engagées dans les 6 mois, mais quand on voit le chantier qui a été la revue de la classification de la métallurgie il y a 3 ans, dans les entreprises, ce n'est pas encore complètement d'écart, il y a encore certains litiges, certains mécontentements par rapport à ça. Donc, ce sera un travail chronophage. Les directions ne peuvent pas avancer le fait que tant qu'il n'y a pas de texte de loi, elles ne travaillent pas sur le sujet. C'est pas vrai, parce que même si le texte de loi, alors maintenant on a un projet, ça casse un petit peu leur argument, mais même si le texte de loi n'est pas définitif, le texte de la directive existe, il faut se caler sur cette directive. Donc elles savent très bien, les directions, qu'elles vont devoir retravailler autour de cette nouvelle catégorisation des emplois. Et elles vont devoir impliquer les partenaires sociaux. Et ça, c'est vraiment le message fondamental qu'on a envie de vous faire passer, c'est de ne pas attendre que la direction vienne vers vous, y compris vienne vers vous avec quelque chose qui est déjà tout fait. Pourquoi? Parce que sinon, on va se retrouver dans les mêmes écueils que ceux qu'on connaît aujourd'hui avec l'index égalité femmes-hommes, où les directions nettoient un petit peu comme elles veulent les catégories d'emploi pour ne pas que les écarts des populations qui dérangent apparaissent. Donc on noie un peu le poisson, on met les gens, on fait le travail à l'envers et on met les gens de sorte à ce que la moyenne soit correcte et rentre dans les clous. Et regardez, tout va bien, on est des bons élèves, on a tous des super notes dans l'index égalité femmes-hommes. Voilà, donc ça c'est vraiment un point fondamental. Et vous voyez que ça va bien plus loin, bien au-delà de la seule transparence en matière de rémunération. Donc ça, c'était le deuxième changement. Le troisième changement, c'est une revue. J'évoquais tout de suite l'index égalité femmes-hommes. Cet index va disparaître et va être complètement refondu autour d'indicateurs. 7 indicateurs. Alors, le
Premier indicateur, c'est l'écart des rémunérations entre les hommes et les femmes pour l'ensemble de l'entreprise, écart de rémunération moyenne. Donc là, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans l'index actuel. Le deuxième indicateur, c'est l'écart de rémunération toujours entre les femmes et les hommes pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, mais sur les composantes variables et complémentaires. Et ça, c'est une notion nouvelle. Les composantes variables, rendre des comptes sur les composantes variables et complémentaires, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'index. Autre notion qui n'apparaissait pas jusqu'à présent et qui devrait être présentée, c'est l'écart de rémunération médian. On parlait de la moyenne, on parle aussi de la médiane. Et pareil sur l'ensemble des rémunérations et sur les rémunérations, les éléments variables et complémentaires de rémunération. Ensuite, il faudra indiquer la proportion de femmes et d'hommes qui ont bénéficié de composantes variables de rémunération. L'avant-dernier, c'est la proportion de femmes et d'hommes dans chaque quartile. Donc, on sépare la population en 4 parties égales. Et donc, là, il faudra préciser la proportion de femmes et la proportion d'hommes dans chacun des quartiles. Et le dernier indicateur, c'est le plus complexe et celui sur lequel les directions font beaucoup de lobbying parce que ça reprend la définition d'emploi de même valeur. C'est-à-dire qu'il faudra présenter les écarts de rémunération moyens entre les femmes et les hommes, mais pour chacune des catégories d'emploi de même valeur, telles que définies précédemment. Ouais. Voilà. Et ça, il faudra le faire pour les composantes, les salaires et traitements de base, et puis pour les composantes variables et complémentaires de rémunération. Et ça, vous imaginez bien que mettre au grand jour ce genre de choses, ça pourrait mettre certaines entreprises face à la réalité. Alors néanmoins, pour les plus petites entreprises, le dernier indicateur sera publié tous les 3 ans et pas tous les ans, alors tous les autres devraient être publiés tous les ans. Et puis, pour les entreprises de moins de 100 salariés, par accord, il serait possible de ne pas présenter cet indicateur. Alors, ce qu'il est important de souligner aussi, parce que certaines personnes viennent nous voir en disant « mais alors maintenant, on pourra connaître le salaire de tout le monde ». Non, déjà, c'est les salaires moyens des catégories d'emploi. Et en plus, ce que précise le projet de loi pour la France, mais qui n'est pas dans le texte de la directive, ça c'est important de le souligner, c'est que si dans une catégorie, on peut identifier des salaires individuels, dans ce cas-là, l'indicateur ne sera pas rendu public ni aux salariés, ni sur le site du ministère, ni sur le site internet de l'entreprise. En revanche, ça c'est un point important pour vous en tant que représentant du personnel, les représentants du personnel, comme ils ont un devoir de confidentialité, eux auront droit, auront accès à cette information. Voilà. Et puis le quatrième point majeur de changement, et ce sera le dernier, c'est sur la base de ce dernier indicateur, si l'écart par catégorie ou pour au moins l'une des catégories dépasse les 5% entre les hommes et les femmes, dans ce cas-là, l'employeur devra justifier par des critères objectifs et non sexistes ces écarts de rémunération ou mettre en place des mesures qui remédient à cet écart. Donc ça, c'est dans les 6 mois à compter de la communication. Et sinon, il faudra qu'il y ait une évaluation conjointe avec les représentants du personnel. L'objectif de cette évaluation conjointe, ce sera de recenser, de corriger et de prévenir les différences de traitement qui ne sont pas justifiées. Et cette analyse comprendra les systèmes de rémunération et de classification. Voilà. Et ce que prévoit le texte pour la France, alors c'est un schéma un petit peu complexe, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est d'engager, alors au-delà des informations, consultations sur les résultats de cet indicateur, ce sera aussi d'engager des négociations autour des mesures que l'employeur s'engagera à mettre en place en cas d'écart de rémunération de plus de 5% sur ce dernier indicateur. Et donc, vous voyez toute l'importance maintenant de bien travailler les catégories d'emploi par emploi de même valeur parce que les résultats sur ce dernier indicateur pourront être totalement différents si on ne met pas les bonnes personnes dans les bons endroits. Et ça peut être très complexe quand on voit les... Parce que comme ça, on se dit, ok, mais quand on voit la définition d'emploi de même valeur, prendre en compte les conditions de travail
physique et mentale, les compétences non techniques, les fameux soft skills. OK, mais dans la vraie vie, comment on apprécie ça? C'est pas concret, c'est pas voilà, donc autant un niveau de diplôme, de l'expérience, c'est concret. Les conditions de travail, c'est un peu plus difficile. Donc ce sera vraiment ça, c'est la chose la plus fondamentale à anticiper C'est la base de tout. pour les partenaires sociaux, pour ne pas se laisser avoir, par une direction qui prend les devants, et qui fait les choses, comme ça l'arrange. Amélie, merci beaucoup pour cet échange, qui aurait pu être beaucoup plus long vu la densité de ce texte. Ce qu'on retiendra, c'est que la transparence salariale ne consiste pas seulement à afficher quelques chiffres de plus, elle change la logique. Elle donne des droits nouveaux aux salariés, elle oblige les entreprises à objectiver leur politique de rémunération et fait du dialogue social un levier central pour corriger les écarts. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de mieux voir les inégalités, il faut se donner les moyens de les corriger. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette émission en podcast sur notre site internet et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission.